L'OLP se trouve sous la tutelle des pays arabes, notamment de l'Égypte. Elle ne peut seule décider de sa stratégie ni définir ses ambitions ou ses moyens de lutte. Elle ne se réduit pas pour autant à un simple instrument. Une génération de militants palestiniens s'est arrachée à la misère des camps. Elle s'est éduquée dans les écoles de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés palestiniens. A fréquenté les universités du Caire ou de Beyrouth. Elle spécule sur les causes de la défaite de ses aînés et milite activement pour la revanche. Dans sa grande majorité, elle espère, comme la plupart des élites radicales de la région, que l'unité arabe permettra la libération de la Palestine. La création de l'OLP répond donc à ces aspirations. Parallèlement émergent de petites organisations palestiniennes plus autonomes. Dans les années 50, le Koweït se lance dans une politique de développement grâce à ses richesses pétrolières. De nombreux Palestiniens émigrent dans l'Émirat à la recherche de travail. Ils occupent des postes de fonctionnaires, de médecins, d'enseignants. L'un d'eux, Yasser Arafat, fonde, au mois d'octobre 1959, le Fatah, dont le nom est forgé à partir des initiales arabes inversées de Mouvement de libération de la Palestine. Le Fatah explique que la libération de la patrie devra être l'œuvre des Palestiniens eux-mêmes et non des pays arabes. La guerre de libération algérienne sert de modèle. Tout ce que nous demandons est que vous, les régimes arabes, entouriez la Palestine d'une ceinture défensive et regardiez la bataille entre nous et les sionistes. Peut-on lire dans l'une de ses publications. Dès janvier 1965, le Fatah s'engage dans des actions armées contre Israël. Cet activisme, alors que les pays arabes se contentent de proclamations creuses, lui vaut une sympathie grandissante parmi les réfugiés, mais le mouvement reste marginal jusqu'à la guerre de juin 67. 1967. À nouveau, la région chavire. En 6 jours, les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes sont broyées par Israël. L'ensemble du territoire historique de la Palestine passe sous le contrôle israélien. La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est deviennent des territoires occupés. Israël conquiert aussi le Golan syrien et le Sinaï égyptien. La défaite de Nasser met un point final aux espérances d'unité arabe. Elle corrobore les thèses du Fatah qui assure son hégémonie chez les Palestiniens et son contrôle sur l'OLP. Pour la première fois depuis la fin des années 1930, les Palestiniens reprennent en main leur destin. Parmi les organisations de Fedayeen, ceux qui se sacrifient, les plus connus, outre le Fatah de Yasser Arafat, sont le Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP, de Georges Habash, et le Front démocratique pour la libération de la Palestine, FDLP, de Naïef Hawatmeh. À leurs yeux, la lutte armée, et notamment la guerre de guérilla, trace la seule voie vers la libération de la Palestine. Elles se sont installées en Jordanie, d'où elles multiplient les coups de main dans les territoires occupés.
Un souffle révolutionnaire balaie la région. Jean Genet, l'écrivain français, qui participa à cette odyssée ratée, évoque une révolution grandiose en forme de bouquet d'artifice, un incendie sautant de banque en banque, d'opéra en opéra, de prison en palais de justice. Mais la révolution menace la stabilité des pays arabes et l'emprise des États-Unis sur le pétrole. Elle est affaiblie par ses divisions internes, par les surenchères jusqu'aux boutistes. En septembre 1970, septembre noir, les Fedayines sont écrasés en Jordanie par le roi Hussein. La résistance palestinienne se réfugie au Liban. Pour ne pas disparaître de la scène internationale, et par désespoir, elle se lance dans le terrorisme international, symbolisé par l'organisation Septembre Noir. Détournement d'avions, attaques contre les athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, etc. Mais simultanément, elle évolue, questionne l'idée de lutte armée comme seule voie de la libération de la Palestine, plonge dans l'action politique et diplomatique. Elle finit par abandonner, après 1973, les opérations extérieures, telles que les attaques contre des objectifs israéliens à l'étranger. Les pays arabes, lors des sommets de Rabat, 1973, et d'Alger, en 1974, reconnaissent l'OLP comme le seul représentant du peuple palestinien. Yasser Arafat est reçu triomphalement aux Nations Unies. L'OLP ouvre des représentations quasi diplomatiques dans la majorité des pays du tiers-monde. En URSS, dans les démocraties populaires et même dans certains pays d'Europe de l'Ouest. Elle assouplit aussi ses positions. Jusqu'en 1967, elle s'en est tenue à la libération de toute la Palestine, selon les termes de la Charte nationale, ce qui impliquait l'expulsion des colons juifs. Mais en 1969, le Fatah revendique l'édification d'un État démocratique où coexisteront musulmans, chrétiens et juifs. Pour la première fois depuis 1948, les Palestiniens reconnaissent que la présence juive en Palestine est irréversible. À partir de 1974, l'OLP propose la construction d'un État en Cisjordanie et à Gaza, malgré l'opposition d'un front de refus mené par le FPLP. Sans entraîner la reconnaissance de jure de l'État d'Israël, ce nouvel objectif suppose la coexistence de fait de deux États. Mais la situation demeure bloquée. Israël, soutenu par les États-Unis, repousse toute discussion avec une organisation terroriste. Certains de ses responsables nient même l'existence d'un peuple palestinien et cherchent un accommodement avec le roi Hussein. La restitution d'une partie de la Cisjordanie en échange de la paix. Je ne rappellerai pas dans le détail l'histoire des 25 ans qui séparent l'occupation de juin 67 de la conférence de Madrid, octobre 91, et des accords d'Oslo en 93. Je voudrais seulement relever deux évolutions. Durant cette période, les Palestiniens s'orientent pas à pas vers l'acceptation du fait israélien. D'autre part, ils constatent la solidarité vacillante des régimes arabes. En 1970, les Fedayines sont écrasés par l'armée jordanienne. En 75-76, au début de la guerre civile, ils le sont au Liban par l'armée syrienne. Ils apprennent
dans le sang et les larmes, qu'ils ne peuvent compter que sur leur propre force, que la fraternité arabe se limite à des proclamations, d'autant plus radicales qu'elles ne sont suivies d'aucun effet.